Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce sera un peu chacun cherche son animal. D'abord avec Jean-François, amateur d'une race méconnue, l'Estrella. Donc on en a bien 3 ici, 4, 5, 6. Il manque un bébé chien. Il a littéralement disparu. C'est juste incroyable cette histoire. Bobby Tiphaine, elle, est en quête du petit écureuil qu'elle a sauvé de la mort il y a quelques mois. Bobby se cache de partout, il a plein de cachettes dans la maison, donc je passe mon temps à le chercher. Et puis il a son petit caractère. Quant à notre vétérinaire, il sera à la recherche de solutions pour que les deux chats d'Emmanuel cohabitent en harmonie sous son toit. Là, on se retrouve dans une situation problématique, mais ce qui est important aussi, c'est d'éviter cette situation problématique. Donc on va travailler sur la mise en contact de deux chats. Tu viens Lola? On va voir tes bébés. On va voir tes bébés, ma mère. Hop. Et bien voilà donc la dernière portée, donc 8 chiots de race Estrella ou montagne du Portugal. Ce sont des chiens portugais. C'est un chien de protection de troupeau, un peu à l'image de notre montagne des Pyrénées, du Patou, qui est peut-être un petit peu moins lourd, un petit peu plus sportif, mais qui va assurer le même travail, c'est-à-dire protéger le troupeau de moutons, de brebis contre l'approche de loups. Voilà. Pour l'instant, c'est vous qui les protégez. Pour l'instant, c'est moi qui les protège, absolument, parce qu'ils sont encore un peu petits pour pouvoir se battre contre les loups, mais en un an de temps, ils seront quasiment aptes à le faire. Ça passe de 300 grammes à 55 kilos en un an. C'est dans ce petit coin de paradis que Jean-François, psychothérapeute de profession, élève ses chiens de race Estrella. Ici, il accueille régulièrement des woofers. Comprenez, des voyageurs étrangers à qui il offre le gîte et le couvert en échange d'un coup de main au sein de son élevage. Généralement, les woofers se régalent avec les chiens parce que les chiens sont sympas, ils ont bon caractère, parce qu'il y a des bébés et tout ça. Et puis d'autre part, moi, pour les chiens, c'est très bien aussi parce que les chiens sont habitués à voir énormément de monde. Tous les 15 jours, 3 semaines, c'est une nouvelle personne qui va leur donner à manger, etc. Et comme l'Estrella est un peu naturellement méfiant, ça participe énormément à les sociabiliser, à leur donner l'habitude de voir du monde et à être beaucoup plus confiants avec les gens, quoi. Jeff, pourquoi tu as choisi d'élever cette race ? Parce qu'au départ, j'avais des renards qui me mangeaient plein de poules. J'avais mis des portiers électriques, mais dès qu'il y avait un truc qui ne marchait plus, j'avais 10 poules de manger dans la nuit. Enfin, il y a vraiment plein de renards tout autour. Puis on m'a dit que les chiens de mouton étaient faits pour ça, pour rester avec les animaux. J'ai cherché, je suis tombé sur les Estrella, j'ai craqué vraiment sur cette race. Et donc je suis allé au Portugal et c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, il y a eu 4, il y a eu 5, j'en ai récupéré quelques-uns. Et puis voilà comment l'histoire s'est passée, quoi. En France, cette race, c'est assez rare, non ? Ouais, il n'y en a presque pas encore. Ouais. Il n'y en a presque pas, on est 3 ou 4 éleveurs. Ce qui est dommage parce que c'est vraiment des chiens hyper sympas, quoi. Ouais. C'est des chiens hyper sympas. Un peu remuants, mais hyper sympas. Capisci ? Si. Donc je vais faire un mélange avec des croquettes mouillées, des granulés de carottes bio suédois réhydratés, ça fait comme une purée de carottes, et de la viande. Donc je vais verser tout ça. Comme ça, je fais une grosse gamelle pour toute la journée, pour tout le monde, pour la maman et les bébés. En Australie, j'habite dans une ferme et c'est bien de voir les autres façons d'être fermière. C'est vraiment sympa de travailler avec la nature. Ouais, le mode de vie assez bio, c'est ça ce que je cherche en faisant du woofing. Donc ici, c'est exactement ça. D'Australie, d'Italie, de la campagne ou de la ville, tous sont fous de woofing. C'est très intéressant, cette vie. Par exemple, moi, je travaille en ville, je suis informaticien. Et Jean-François est ici pour toute l'année, on peut dire. Et tout le temps en vacances. Oui, oui. La cendre, comme les anciens, ils faisaient la lessive à la cendre dans le temps. En fait, je crois qu'il y a de la potasse dedans, quelque chose comme ça. Et ça marche du feu de Dieu. Ça brille après.
Je ne sais pas si c'est une philosophie, mais en tout cas c'est un désir, oui. Un désir d'être au plus naturel. La première vermifucation, je vais plutôt la faire à 1 mois avec une petite gousse d'ail, parce que là, il vermifuge très bien. Cet après-midi, je mets un peu de l'antiparasite sur les chiots. Ouais, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est une philosophie, c'est plus instinctif que philosophique, quoi. Et en plus, l'intérêt, c'est qu'en mettant au soleil, comme c'est du fer, ça chauffe très très fort dans la journée, donc du coup, c'est en plus désinfecté par le soleil. En à peine 4 ans, l'éleveur amateur s'est constitué une véritable tribu. Aujourd'hui, il possède une dizaine d'estrellas adultes, dont 2 mâles reproducteurs. Des grands durs au cœur tendre, dont le caractère ne cesse d'étonner Jean-François. Ce qui me plaît effectivement beaucoup, c'est de pouvoir mélanger tout le monde. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces chiens, quoi. Il y a vraiment quelque chose dans leur instinct qui fait que ces chiens vont protéger tout ce qui est proie et attaquer tout ce qui est prédateur. C'est pour ça que ça en fait des chiens très sympas, même en chien de compagnie, parce que dans une famille, tous les membres de la famille vont faire partie de la tribu ou du troupeau à garder, et ça va donner des chiens très protecteurs avec les enfants, par exemple. Est-ce qu'ils sont capables de rassembler tous le troupeau? Non, c'est pas fait pour ça. En fait, le montagne du Portugal, comme le patou, montagne des Pyrénées, c'est un chien de protection de troupeau, uniquement fait pour protéger contre les prédateurs, pour créer un périmètre de sécurité autour des troupeaux. Il protège contre quoi? Il y a quoi comme prédateur ici? Alors en France, il n'y a plus grand-chose. Ouais. En revanche, depuis quelques années, le loup a été réintroduit en Italie d'abord. Ils ont retraversé les montagnes. Donc les bergers français ont quand même de gros problèmes maintenant avec les loups. Et là, il y a effectivement quelques bergers qui m'ont pris des estrellas parce qu'a priori, le montagne du Portugal est un peu plus léger et un peu plus patrouilleur que le patou qui est plus sur place. Et c'est quoi? À quoi ça sert? C'est un mélange de plantes qui chassent les parasites, les tiques, les poux de bois, les puces, les poux. Et avec ça, les petits chiots, ils sont protégés et ça reste naturel, quoi. Et voilà, Pitchoun. Allez, le suivant. Tu peux faire les médecines naturelles? Oui, je préfère les médecines naturelles parce que je trouve que c'est quand même ce qu'il y a de mieux, aussi bien pour les gens que pour les animaux. Ça marche très bien. Et même mieux, des fois j'ai eu des problèmes avec les chiens et j'ai pas réussi forcément à régler les problèmes avec les médicaments. En revanche, avec les médecines naturelles, en l'occurrence les huiles, ça a très très bien marché. Et voilà. Alors, ce dernier chiot, donc on en a bien 3 ici, 4, 5, 6. Un problème, Jeff? Ben, il manque un bébé chien. Il a littéralement disparu. Donc je rêve pas, on en a fait 7, il en manque un 8e. Bah, c'est juste incroyable cette histoire. Il est là. Hop, ça y est, j'ai trouvé. C'est pas de tourpeau le métier d'éleveur. C'est pas de tourpeau. Bon, c'est pas vraiment mon métier non plus en même temps, mais... Et voilà. Il nous a fait bien chercher, lui. C'est des chiens qui peuvent être un peu têtus parfois. Mais bon, têtu sans excès. Je sais que pour les premiers, j'avais trouvé un truc marrant. Quand je les appelais, ils ne revenaient pas forcément tout de suite. Donc j'avais pris l'habitude de me cacher. Et donc ils revenaient au bout d'un petit moment, mais c'est eux qui me cherchaient. Et ce qui fait qu'au bout de peu de temps, c'est tout le temps eux qui regardaient s'ils ne me perdaient pas de vue ou pas, quoi. Dans ce lieu hors du temps, notre psychothérapeute est certain d'avoir trouvé une forme d'équilibre. Et en ce jour de canicule, toute notre équipe aurait aussi aimé se jeter à l'eau avec lui, son fils et leurs 8 petits protégés. Ah ouais, vas-y, fais ta toilette, t'as raison. Je vais faire pareil. C'est un endroit où j'arrive bien à me ressourcer par rapport à mon travail. Je joue un peu les Robinson Crusoe des temps modernes, mais ça me va bien. Même si je me baigne pas, en général pas avec un canard, voilà, là c'était un petit clin d'œil pour faire plaisir à 30 millions d'amis. Et concernant l'estrella et la race donc du montagne du Portugal, j'espère faire partie des acteurs qui contribueront en tout cas à faire mieux connaître cette race en France et puis à participer à son essor et à son développement.
Anxiété, agressivité, malpropreté ou isolement, votre chat est peut-être victime de troubles du comportement. Pas de panique, le docteur Cyril Berg, notre vétérinaire blogueur et passionné de médecine féline, vous vient en aide. Bonjour Dr Berg. Voilà, depuis qu'on a notre deuxième chat, Vaya, Baladji, ça va plus du tout. Il fait ses excréments partout, on ne sait plus quoi faire. On aimerait bien avoir votre avis sur la question. Oui, bonjour. Baladji a sans doute mal réagi à l'arrivée d'un nouveau chat sur son territoire. Ce sont des problèmes de cohabitation qui sont fréquents. Mais ne vous inquiétez pas, on va trouver des solutions ensemble. J'arrive. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Eh ben, très bien. Alors Emmanuel, expliquez-moi comment le problème se manifeste. Depuis que Vaya est ici, Ouais. Baladji est devenu sale, on va dire. Il se met à faire des crottes partout, sur les tapis, dans le linge sale. Et alors, dans la cohabitation, les deux chats, quand ils sont ensemble, qu'est-ce que vous voyez? Comment ça se passe entre eux? Des fois ça va pas. Il peut arriver qu'ils se fritent. D'accord. Un comportement irritable un peu? Voilà, ça peut dégénérer très vite, donc ils se chamaillent, ils se courent après. Et est-ce que vous vous souvenez comment s'est fait la mise en contact? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a été chercher Vaya, puis on l'a mise avec Baladji, comme ça, quand on les a laissés vivre après tous les deux normalement. On n'a rien fait de particulier, rien fait de spécial. Ça, ce sont des choses dont on va parler justement, qui sont très très importantes à aborder, parce que là on se retrouve dans une situation problématique, mais ce qui est important aussi, c'est d'éviter cette situation problématique. Donc on va travailler sur la mise en contact de deux chats. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est isoler le nouvel arrivant dans une pièce où on va lui installer tout le nécessaire. Et puis on va les laisser s'habituer petit à petit l'un à l'autre, en se sentant sous la porte. On va les habituer aussi également en utilisant des petits chiffons, des lingettes, des petites choses qui vont vous permettre de frotter ici. On va frotter dans ces zones parce qu'ici, il y a les productions de phéromones. Et puis après, une fois qu'on a bien fait ça, qu'on a bien marqué, on va aller voir Baladji et on va lui présenter les odeurs. Allez, viens. On lui fait sentir ça, on le frotte un petit peu avec, il sent les odeurs de Vaya. Et puis de la même façon, on peut échanger les lieux de couchage. C'est-à-dire que s'il dort par exemple sur un coussin, on va aller prendre le coussin qu'on va emmener à Vaya. Et ça, on va faire ça le temps nécessaire, le temps qu'on voit nos deux chats trouver leur marque, etc. Ensuite, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la mise en contact visuelle. On peut utiliser plusieurs méthodes. Par exemple, par l'intermédiaire de cette barrière pour enfants, qui fait que les chats ne peuvent pas rentrer en contact. L'idéal est d'avoir, par exemple, un plexi qu'on va utiliser pour mettre à la place de la porte. Et donc, les deux chats vont se voir, mais ne pourront pas rentrer en contact l'un avec l'autre. Cette étape-là doit se faire sous surveillance. Si ça ne marche pas, si on voit que les chats crachent, feulent, dans ces cas-là, on revient à l'étape précédente et on prend un peu plus de temps. Si ça marche, cette fois-ci, on passe à la troisième étape. Et la troisième étape, c'est la mise en contact direct, sous surveillance évidemment, de nos deux chats. Et on va utiliser des choses qui vont nous permettre de les apaiser, des choses positives. Alors ça va passer par exemple par les petites friandises, des trucs que vous connaissez, qui marchent avec eux deux. Alors le surimi, c'est ce qu'ils préfèrent. Bon, parfait. Et on voit qu'effectivement c'est le cas. Et donc nos deux chats sont ensemble, avec un côté positif, et ils se souviennent de ça. Autre rituel apaisant qu'on peut utiliser qui sera positif, c'est d'éventuellement prendre des jeux et de faire jouer nos chats. Et là, nous pouvons observer que nos deux chats, ça se passe bien. Ils sont tolérants l'un avec l'autre, ils sont calmes, et on crée du positif. Et à votre avis, ça aurait suffi à éviter les problèmes qu'on a eus avec Baladji? Ça fait partie d'un tout. C'est-à-dire que ça, c'est une chose, la mise en contact des deux chats, mais la deuxième partie la plus importante, c'est le territoire. Alors Emmanuel, maintenant, expliquez-moi comment vous avez organisé les zones de vie sur ce territoire. Alors, la litière du chat, avec les croquettes, on a mis ça ici. Ok, il y a une litière là. Oui. D'accord. Les croquettes ici. Ouais, juste donc, à côté. 2 gamelles. Voilà. Ok. Donc tout est bien tassé au même endroit, de façon à être bien tranquille et que le chat nous embête pas trop. Alors ça pose un petit problème pour le chat. Parce que sur le territoire, ce qui est très important, c'est qu'on multiplie les zones de vie.
Le chat est un animal territorial, c'est pas un animal social, et lui, c'est très important son territoire. Ils vont peut-être partager des choses, mais ils ont aussi les possibilités d'aller dans d'autres zones, particulièrement la litière. Imaginez-vous, dans les toilettes, en train de manger votre sandwich. Donc là, le chat, c'est pareil. Lui, manger dans les toilettes, c'est pas son truc. Donc on va enlever les gamelles et on va les mettre ailleurs. Pas côte à côte, hein, à 2-3 endroits différents. Après, on va agir sur les litières. Une litière par chat, ça c'est l'idéal, plus une. Comme ça, il y a toujours une possibilité d'échappement. Si jamais un chat est gêné pour aller dans une litière qu'il connaît, gêné par l'autre chat par exemple, hein, il y aura toujours une autre litière pour aller faire ses besoins. Enfin, vous avez le couchage. Le chat est un animal qui est un prédateur, mais aussi une proie. Il aime surveiller son territoire. Donc il se met en hauteur. Et on va en fournir plusieurs pour que chacun de nos chats puisse choisir leur zone. Donc vous voyez, Emmanuel, c'est assez simple en fait de réussir la cohabitation. Une bonne mise en contact entre les deux chats, et puis après des territoires bien adaptés, des zones bien réparties, et tout fonctionne. Bah oui, c'est super, merci. Bon, et ben tant mieux, j'espère que ça va bien se passer. Bah, j'espère que ça va marcher aussi. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir Emmanuel, à bientôt. Au revoir. Vous avez l'habitude de voir des animaux qui volent dans l'émission. En ULM ou en deltaplane, ils accompagnent leur maître avec bonheur dans les airs. Eh bien cette fois, c'est très différent et tout à fait inattendu. Nous sommes en Guyane. Romain est aux commandes d'un ULM biplace pour le baptême de l'air d'une touriste. D'ailleurs, s'agit-il vraiment d'un biplace ? Regardez bien là, juste à droite de votre écran. Il semblerait que non. Alors qu'ils sont à plus de 100 mètres du sol, un passager sans billet montre le bout de ses moustaches. Un chat qui a l'air de se réveiller et qui n'a pas l'air très enthousiaste de ce baptême forcé. Après quelques secondes, Romain l'aperçoit et fait preuve d'un grand sang-froid. Sans prévenir sa passagère, il réduit l'allure de l'engin pour éviter tout mouvement brusque qui pourrait déséquilibrer le chat et le faire lâcher prise. Quand il voit que la situation est sous contrôle, il prévient sa passagère. Instinctivement, l'animal semble comprendre qu'il a tout intérêt à s'accrocher de toutes ses forces et à ne pas trop bouger. Et c'est enfin le moment de l'atterrissage qui s'effectue tout en douceur. Paisiblement, mais tout ébouriffé, notre intrépide félin retrouve la terre ferme. Bravo à Romain qui a ramené Minou à bon port. Car oui, elle s'appelle bien Minou. Elle est la mascotte de l'aérodrome de Kourou depuis une dizaine d'années. Elle n'en est pas à sa première tentative. La dernière fois, elle avait réussi à décamper à l'allumage des moteurs. Mais là, c'était son premier baptême de l'air. Il y a le chat. On a enlevé le chat. On vous voit parler à la radio, qu'est-ce que vous dites ? C'était un peu l'échange radio surréaliste. J'ai tout simplement dit que je retournais me poser, il faut avertir le contrôle de ce qu'on fait. Et on m'a demandé s'il y avait un souci, et du coup je leur ai expliqué que j'avais un chat à bord. Et forcément, c'était assez marrant. Il y a quelques années, elle s'était déjà retrouvée dans les ailes d'un appareil, mais dès qu'ils avaient allumé le moteur, elle avait décampé. Voilà, là c'était son premier baptême de l'air. Bobby, Bobby.
Bobby. Bobby. Bobby, Bobby. 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 Âgé de 5 mois, Bobby l'écureuil est un petit rescapé. Bobby se cache de partout, il a plein de cachettes dans la maison, donc je passe mon temps à le chercher. Bobby. Allez mon gars. Bobby revient de loin. Il était donc dans les feuilles par terre. Il avait été donc attaqué probablement par une pie au niveau de la tête. Et donc il avait toute la tête très abîmée avec du pus, un abcès. Il a fallu des jours et des jours de soins pour le remettre sur pied. Et donc des petits biberons. Il prenait que quelques gouttes tous les jours. Et puis petit à petit, il a repris des forces et puis il a grandi. À la base, en fait, mon objectif, c'était donc de le nourrir, qu'il grandisse, et puis à 3-4 mois, de le remettre en liberté. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que c'était pas possible, et j'ai demandé à plusieurs avis vétérinaires qui ont tous été d'accord pour me dire que c'était pas possible de le remettre en liberté parce qu'il a été trop sociabilisé. Donc, c'était pas le but de le sauver pour qu'il meure à l'extérieur. Ici, c'est sa maison. Il évolue à l'intérieur de mon appartement, en totale liberté. Très rarement sont les fois où il reste dans sa cage enfermé. On fait très peu de sorties parce que ça le stresse énormément. Donc en fait, il préfère rester à l'intérieur puisqu'il n'a connu que ça. Maintenant, il fait partie de la famille. Depuis qu'ils sont tout petits, en fait, ils ont grandi ensemble, donc ils s'amusent ensemble, ils dorment ensemble, ils jouent ensemble. Tout ce mot. On a l'impression des fois qu'ils jouent fort, mais c'est toujours doucement, sinon Bobby, de toute manière, il se laisse pas faire. C'est son ami, c'est son copain depuis toujours, depuis qu'ils sont tout petits. Ça m'épate tous les jours en fait qu'ils aient cette relation-là parce que même en étant assistante vétérinaire, j'ai souvent vu des amitiés entre chiens et chats, chiens et rongeurs. Mais c'est vrai que déjà un écureuil, c'est pas commun. Je m'attendais pas en fait à ce qu'il ait des réactions comme en fait un chien ou un chat. Il a peur de rien en fait. Le plus excité, c'est Bobby. C'est celui qui met l'animation dans la maison. Sans lui, ça serait un peu plus triste. Bobby a rendez-vous chez celui qui lui a sauvé la vie, son vétérinaire. Bobby est assez calme quand même en voiture. Il a été habitué, du coup, avec tous les soins qu'on lui a fait depuis qu'il est tout petit, à aller souvent chez le vétérinaire. Du coup, il supporte plutôt bien la voiture. Bon, il faut se limiter à des petits trajets, bien évidemment. Mais ça va, il reste plutôt calme dans la voiture. Bonjour Patrick. Comment ça va? Ça va bien et vous? En forme? Oui, rentre, je t'en super. prie. Merci. Aujourd'hui, check-up et petite séance de manucure. Ça va, Bobby. Il a récupéré une grande vitalité. Les plis ont l'air d'avoir bien cicatrisé. Voilà. Ok, super. Ah, ça. Donc c'est vrai que quand ils sont en captivité, ça s'use beaucoup moins rapidement. C'est parfait. Bon, c'est pas des animaux qu'on voit très fréquemment. On a quelques accidentés comme ça, des animaux sauvages qui nous sont amenés, qu'on soigne, qu'on réhabilite ensuite par l'intermédiaire de centres spécialisés et qu'on essaye de relâcher. Ah ouais? Allez Gus. Retour à la maison pour une mini-collation. Un petit encas version écureuil. Des tomates, du raisin, là aujourd'hui un peu de noix de coco parce qu'il adore. Donc c'est vraiment pour lui apporter un complément en fait de ces graines qu'il a à disposition toute la journée. C'est riche en vitamines, etc. Puis ça va lui faire le beau poil en même temps. Donc voilà, on fait au mieux pour qu'il se sente au mieux et pour qu'il ait tout ce qu'il faut pour être bien en fait. L'espérance de vie d'un écureuil, c'est environ 8 à 10 ans. Donc j'espère le garder 10 ans, si ce n'est plus. Voilà.
La semaine prochaine, embarquement pour Los Angeles. L'avion vous stresse? Pas de problème, l'aéroport de la Cité des Anges a tout prévu. Ses agents, très spéciaux, sont chargés de vous apaiser et vous rassurer. À mercredi prochain, 10h15.